de nos travaux avec notre première table ronde donc sur la triche et l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un outil pour lutter contre la triche ou est-ce que c'est un système de triche? Je cède tout de suite la parole à mon collègue Gauthier Soufflard qui va se charger de l'animation de cette table ronde. Merci beaucoup Gauthier. Bien. Merci à toi Geoffrey. Merci déjà d'une part pour cette invitation, pour cet événement. Et puis aussi merci de nous offrir un panel aussi parfait, entre guillemets, pour un sujet que je considère comme étant un des plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant, mais parce que je prêche pour ma paroisse. Évidemment, donc je me permets de présenter nos intervenants. Donc nous avons monsieur Niels Bory, donc qui est Lead Machine Engineer chez Ubisoft. Nous avons ensuite monsieur Gaylor Rabu, qui est maître de conférence à l'université Aix. Et à distance, nous avons monsieur Willy Duhaene, qui était senior chez Activision Blizzard, juriste senior chez Activision Blizzard. Donc un panel vraiment exceptionnel pour parler de la question de la triche dans les jeux vidéo. Et la première question qu'on se pose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la triche dans les jeux vidéo, c'est peut-être aussi tout simplement de définir ce qu'est la triche. Qu'est-ce que la triche dans les jeux vidéo? C'est une vaste question. Et est-ce qu'il existe, et je laisse les juristes prendre la parole, est-ce qu'il existe une définition légale de la triche dans les jeux vidéo? Alors, je vais apporter des éléments de réponse et puis peut-être que Willy aura une autre approche. Donc, dans le droit positif, évidemment, on avait discuté, il n'y a rien. Il n'y a pas de définition et donc finalement, il nous faut quand même une base de travail et qui va définir ce que peut être la triche. Eh bien, ça va être, à mon avis, suivant l'usage qui va être fait du jeu vidéo, au moins deux acteurs. Le premier acteur, c'est l'ayant droit du jeu, donc pour résumer, on va dire l'éditeur. Et puis dans le cadre d'une pratique compétitive du jeu vidéo, évidemment l'organisateur de la compétition, avec peut-être à un moment donné une question d'ailleurs d'articulation si on avait deux définitions différentes, une par rapport à un usage de droit commun du jeu et puis une autre définition dans le cadre d'une pratique compétitive. Okay. Willy, à distance, est-ce que tu veux compléter cette définition? Comment est-ce que, typiquement, chez Activision Blizzard, vous avez considéré certains joueurs comme des tricheurs? Est-ce que pendant la compétition, par exemple, de l'Overwatch League, il y avait des distinctions à opérer? Est-ce que vous opérez une distinction entre la triche qu'on peut considérer comme technique, l'utilisation de cheats, ou la triche qu'on peut considérer comme étant un peu plus soft, notamment le smurfing, le boosting, le bug exploit? Oui, bonjour à tous. J'espère que la communication se passe bien. Parfaitement. C'est bon? Parfait, ok. Oui, là, c'est une bonne question. Nous, on parlerait plutôt d'avantage unfair advantage, competitive advantage, right? Au lieu de triche. C'est-à-dire que l'équilibre du jeu, ou l'équilibre entre les joueurs, est modifié par une intervention extérieure, par une exploitation, etc. Et donc qui change la balance des chances de gagner entre les joueurs. C'est-à-dire que quelqu'un va utiliser une arme ou une technique que les autres n'ont pas. Et donc la question c'est, est-ce que c'est de la triche ou pas? On n'a pas vraiment de définition légale de triche particulière, mais en tout cas un avantage compétitif qui est unfair, c'est beaucoup plus clair. Et c'est d'ailleurs ce genre de terme qui est utilisé dans les conditions d'utilisation des jeux vidéo. C'est comment est-ce que quelqu'un va exploiter une faille ou un bug pour tirer un avantage, gagner et s'élever dans les rankings que l'on peut trouver dans tous les jeux. Donc c'est plutôt cette question-là qui nous intéresse, c'est comment on peut assurer que tous les joueurs qui viennent peuvent avoir la même chance de réussite et de succès dans le jeu. Et donc le jeu devient un jeu de skills, donc juste sur la compétence technique, et non pas sur la compétence technique du jeu,
avec le joystick ou avec le clavier et la souris, et non pas une compétence technique d'utilisation de matériel tiers pour arriver à gagner. Alors, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je me permets de relancer la question avec justement sur ce curseur de l'unfair advantage. Comment est-ce qu'on fait la différence entre, par exemple, du bug exploit qui va ensuite être corrigé et le bug exploit qui est une forme de gameplay émergent, puisqu'on le sait, il y a certains bug exploits qui sont considérés finalement à terme, qui sont intégrés dans le jeu parce qu'on considère que la mécanique est intéressante. Ça a été le cas, encore une fois, parce que tu es chez Activision Blizzard, je prends le cas de Overwatch, mais c'était le cas du Bunny Hope d'un des personnages qui initialement était un bug exploit et qui, dans la suite du jeu, est devenu une mécanique à part entière. On a créé, on a facilité même la réalisation de ce comportement. Donc, où est-ce qu'on place le curseur entre gameplay émergent, bug exploit et ce fameux unfair advantage? Oui, c'est une bonne question. Et pour ton exemple, fair play, j'ai envie de dire. Et c'est ce que le développeur va dire. OK, il y a eu un bug ici et tout le monde a l'air de l'apprécier ou de s'amuser, donc on va juste l'intégrer dans le jeu et c'est juste une décision commerciale ou de design qui se passe ici. Moi, je me souviens d'une exploitation d'un bug sur des jeux mobiles à l'époque où en fait quand tu avais 5 vies par exemple et donc que tu arrivais à l'épuisement de ta vie, tu devais attendre 24 heures. Et en modifiant l'heure de ton téléphone ou la date de ton téléphone, tu pouvais avoir ces vies qui reviennent, etc. Et donc je me souviens que les jeux vidéo, bon évidemment on fixait ce problème dans leur code, mais il n'y a pas eu de demande de remboursement ou de plainte à l'égard du joueur. Donc l'éditeur juste assume la responsabilité du bug qui a été exploité et continue son cours normal. Maintenant, ta question de faire la distinction entre quand est-ce que ça devient un unfair advantage ou pas, peut-être que ça va dépendre également du contexte du jeu. Si on a un single player, peu importe, tu vas un peu plus vite dans le niveau 27 qu'on l'avait anticipé, bon, pas de problème. Maintenant, si on est dans une compétition professionnelle de e-sport, le challenge et le stake est vraiment différent. Mais généralement, les versions qui sont mises à disposition pour les joueurs professionnels ou pour les compétitions professionnelles est vérifiée et policée. Donc on a quand même cette variation de possibilités entre les versions du jeu qui sont offertes. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci Willy. Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Willy parce que c'est effectivement je pense la bonne définition du point de vue des éditeurs. Il n'y a pas de règle vraiment bien définie pour dire ce qui est de la triche ou pas. Mais on se raccorde effectivement à cette notion d'avantage-désavantage pour deux joueurs du même niveau. Il y a une notion de compétition. Effectivement, il faut différencier les jeux qui sont pour single player du multiplayer. Concernant le bug exploit ou par exemple ce qu'on appelle le griefing qui est plus de l'ordre du sabotage, parfois on peut voir une même activité d'un point de vue comme juste aller à l'encontre des conditions générales d'utilisation du jeu ou comme de la triche. Ça dépend en quelque sorte du contexte et surtout de l'intention d'exploiter le bug ou de faire du sabotage dans la partie. Si ce sabotage est là dans un contexte compétitif pour faire perdre sa propre équipe ou au contraire pour faire gagner son équipe en sabotant l'équipe adverse, là on peut voir ce sabotage comme de la triche à part entière, mais dans d'autres contextes ou dans d'autres circonstances, ça aurait pu être comme juste aller à l'encontre des conditions générales d'utilisation. D'accord, ok. Effectivement, ça permet de caler cette définition qu'on peut résumer donc. Avant d'avancer sur la question de l'utilisation plus spécifiquement de l'intelligence artificielle, résumer la triche comme étant porter une atteinte à l'équilibre du jeu voulu par l'ayant droit, donc on va reprendre l'éditeur, par les développeurs. Et donc, porter atteinte à cet équilibre, ça peut se faire par l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Vous avez d'un côté
un développement massif de triche qui utilise l'intelligence artificielle, et de l'autre côté, donc les éditeurs, les ayants droit, qui eux-mêmes utilisent l'intelligence artificielle comme outil pour lutter contre la triche, d'où une question là qui est vraiment plus technique que juridique, mais comment est-ce qu'on utilise l'IA, le machine learning, pour lutter contre la triche et les comportements déviants de façon plus générale? Est-ce que c'est vraiment révolutionnaire par rapport à ce qui existait avant? Et qu'est-ce qui existait avant? Alors c'est une question très vaste. Je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure. Tout d'abord, je ne suis pas dédié à la détection de triche dans les jeux chez Ubisoft. Je fais partie d'un département qui est transverse et qui traite différents sujets, notamment des problématiques de détection de comportements déviants. Et donc ça gravite autour de la triche, mais pas que. Il y a aussi des problématiques de fraude. Pour revenir à la triche, il y a différentes formes de triche. Il y a effectivement la définition qu'on a essayé de donner liée à l'avantage et à l'atteinte à la compétitivité et l'intégrité du jeu. Il y a plein de manières de le faire. Il y a à la fois dans le jeu directement, en utilisant les fameux logiciels de triche que je pense que beaucoup de personnes ici connaissent, comme les mbots, les Wallach. Donc là, ça va être vraiment des logiciels, en quelque sorte, qui vont tourner sur votre propre ordinateur ou un autre, pour gagner un avantage directement dans la partie. Mais il y a aussi à l'extérieur de la partie, plutôt au niveau matériel, l'utilisation de certaines de composants, comme je ne sais pas si vous avez entendu parler du Cronus, qui est un petit boîtier qu'on utilise qui va simuler l'utilisation d'une manette dans le jeu vidéo, même si on est sur un clavier souris ou si on reste sur une manette, et qui va exploiter justement des fonctionnalités qui sont implémentées par les éditeurs, justement pour aider les joueurs manettes, notamment dans l'aide à la visée. Et donc ça va exploiter des fonctionnalités même du jeu, mais de façon si optimisée qu'on va gagner un avantage en utilisant ce type d'outils ou de matériel. Donc il y a à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et tout ça, en fait, c'est en dehors du scope de l'intelligence artificielle. C'est vraiment de la programmation pure et du développement logiciel et ou matériel. L'IA, au sens large, effectivement, va booster en quelque sorte ces pratiques sur certains aspects. Honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui si beaucoup de logiciels de triche exploitent à fond l'IA. En tout cas, on le voit, il y a des personnes qui s'amusent par exemple à construire des outils en plus. J'ai vu dernièrement une vidéo d'un Américain qui s'amusait à avoir créé un bras armé, enfin un exosquelette, pour contrôler sa main ou en tout cas l'aider à la viser. Donc c'est complètement extérieur au jeu, ça ne tourne même pas sur son ordinateur, il y a juste une caméra qui va filmer son écran et qui va vraiment l'aider à viser beaucoup plus finement et beaucoup plus rapidement. Et donc ça tourne complètement en dehors du jeu et des systèmes anti-cheat classiques qui, eux, sont dédiés à détecter l'utilisation de ces logiciels qui tournent sur vos ordinateurs sont inefficaces. En tout cas, ceux qui sont dédiés à vraiment lire la mémoire de votre ordinateur pour vérifier qu'il y a un processus de triche qui tourne ne marcheront pas. C'est pour ça que l'IA, de manière générale, permet d'essayer d'apporter un petit peu plus de performance de détection, ou en tout cas d'accompagner les équipes en interne pour détecter plus efficacement ce genre de comportement, de la triche et tout ce qui gravite autour. Et donc le machine learning, qui est un sous-ensemble de l'IA, c'est l'ensemble des techniques qui permettent à un ordinateur, à une machine, d'apprendre quelque chose, d'apprendre généralement à détecter. On va parler surtout de classification, de classifier des comportements précis, par exemple tricheur, pas tricheur. Et donc il y a énormément de techniques qui existent, et en fait chaque technique peut être utilisée à des fins différentes. Dans le cas de la triche, il y a ces fameux logiciels d'anti-triche qui, eux, sont dédiés et plus historiques à détecter ces fameux logiciels, l'utilisation de ces logiciels, et donc ça va regarder vraiment l'utilisation dans le mécanisme du jeu. Mais quand, et je reprends l'exemple de la personne qui a créé ce bras avec un logiciel de computer vision pour analyser l'image directement et aider directement la souris à bien cliquer, c'est là où du coup ces logiciels vont pas marcher. Et donc l'utilisation d'une IA justement ou d'un modèle de machine learning pour analyser le comportement du joueur dans la partie par rapport à ses stats,
Là, ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'on va commencer à essayer d'identifier si le temps de réaction, le comportement du joueur dans la partie est humain, inhumain ou lié à de la triche ou non. Merci beaucoup. Alors ça soulève, ce que tu viens de dire, soulève aussi la question, cette analyse-là, la question du risque de faux positif ou de faux négatif. Et derrière, où est-ce qu'on place le curseur du faux positif, du faux négatif, c'est-à-dire de résultat qui est analysé par l'IA comme étant de la triche, et des conséquences juridiques aussi qu'on peut avoir sur les questions de sanctions qui sont posées, de preuves. On peut avoir aussi des questions de preuves. Comment est-ce qu'on peut démontrer, quand on est accusé de triche, quand le compte est banni, comment est-ce qu'on peut apporter la preuve contraire de l'utilisation de non-utilisation d'un logiciel de triche. Je ne sais pas si... Alors, je voudrais juste revenir un petit peu, je vais répondre à la question, mais dans la lignée de ce qui vient d'être dit, c'est vrai qu'on peut, si on devait catégoriser les types de triche, il y en a qui affectent le matériel ou qui sont liés au matériel, et d'autres qui sont extérieurs, exogènes à l'utilisation du matériel. Et on pourrait même élargir ces questions-là avec... un cas que tu avais évoqué sur la création de plusieurs comptes et avec des pratiques différentes suivant des comptes différents. Alors, ce qui peut être juridiquement totalement valable, ça dépend si l'éditeur ou la plateforme qui permet de l'exploitation du jeu nous autorise ou non à avoir plusieurs comptes. Et puis, on pourrait aussi parler du dopage qui existe dans l'e-sport et qui n'est pas traité, hein, même s'il y a eu parmi les premières compétitions, hein, dans l'e-sport, il y avait eu certains organisateurs qui avaient mis en place des tests antidopage. C'était assez intéressant. Alors, comment organiser un test antidopage lorsqu'on est dans une compétition en ligne? Évidemment, là, on n'est pas dans le champ de compétences de la FLD ni de l'AMA, donc ce problème-là ne peut pas être réglé comme ça. Bon. Donc, effectivement, il y a des pratiques de triche très différentes. Et si l'IA est utilisée, on peut, du côté de ceux qui veulent assurer cet équilibre qui a été évoqué tout à l'heure, ça peut être un moyen de détection. Alors la question qui se pose, c'est évidemment, mais comment on met en place, qui met en place ce système de détection, qui contrôle, qui a le droit de contrôler, sous quelles conditions et quelles conséquences tire-t-on du résultat de ce contrôle, à la fois sur le terrain probatoire et puis ensuite dans une sanction qui peut être de nature contractuelle, disciplinaire en droit du travail ou disciplinaire sportif si on est dans la compétition sportive. Et ça devient vraiment intéressant sur le plan juridique en réalité parce que dans la doctrine sur la preuve, il y a toujours un débat historique entre est-ce que la preuve assure la vérité ou la vraisemblance. Étant précisé que on ne peut pas établir, c'est le cas en matière civile, on ne peut pas, notamment par contrat, créer des présomptions irréfragables. Alors, ça nous amène à des notions assez classiques, mais c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons, je prends l'aspect compétitif qui est le plus simple pour moi. Si l'organisateur met en place un système de détection de la triche dans le cadre d'une compétition, il va falloir qu'il choisisse le système. Ce système de détection, de contrôle peut être intrusif ou non dans les systèmes informatiques. Donc nécessiter un consentement préalable avant toute mise en place. Très bien. Ensuite, il le met en place. Imaginons que le système soit aussi conforme au RGPD, parce qu'il faudra sans doute collecter des données, etc. Donc imaginons que ces filtres successifs soient passés avec succès. Quel est le poids accordé au résultat de ce contrôle? Et là, moi je me projette dans un contentieux, et si j'étais à la place du juge et que j'applique les règles classiques, la présomption de fait, qui n'est pas une présomption de droit, a des conséquences limitées. Et certes, si in fine, du côté des juges du fond, l'appréciation souveraine des juges du fond va permettre d'emporter finalement la conviction et d'arrêter la décision sur l'existence d'un fait ou non, il va falloir que
les éléments soient précis, graves et concordants pour aboutir à une conclusion. Donc la chose n'est pas aisée. Si on transpose ça à l'aspect disciplinaire, ça pose aussi un certain nombre de difficultés. Pourquoi? Parce que des difficultés pratiques et juridiques. Imaginons que l'intelligence artificielle soit l'outil de détection des actes de triche à partir desquels on va prononcer un certain nombre de sanctions. Se pose la question, si le résultat de ce contrôle a une valeur probatoire, est-ce que je peux contester ce système probatoire? Là, il y a un aspect pratique déjà. Est-ce que, si je souhaite contester cet élément probatoire, est-ce que j'ai accès à un système identique ou équivalent pour contester le produit de ce contrôle, le résultat de ce contrôle? Ce qui n'est pas évident. Si je suis dans une relation asymétrique entre un éditeur et un utilisateur lambda, un organisateur de compétition et un compétiteur lambda, je risque d'avoir une asymétrie de moyens dans le rapport de la preuve, ce qui va poser un certain nombre de problèmes. Alors, est-ce que il n'y aurait pas des mesures, des voies possibles qu'on connaît en droit processuel pour accéder à un moment donné à ces éléments de preuve? Peut-être, mais si on n'est pas encore dans du contentieux, il y aura des vraies questions qui vont se poser. Si je suis dans un rapport, par exemple, que je vais qualifier de consumériste, si je suis un utilisateur lambda de jeux vidéo, je participe à une compétition, mais je ne suis pas un professionnel, on peut encore me qualifier de consommateur, ou même si je fais un usage d'un jeu vidéo et que je suis un consommateur. Bon, on sait que les stipulations concernant la preuve peuvent très rapidement, et je parle sous le contrôle de Geoffrey, du doyen Bruno, qui connaît ça beaucoup mieux que moi, on peut très vite dériver sur des clauses abusives. Parce que la clause qui renverse la charge de la preuve à l'encontre du consommateur est irréfragablement abusive, elle est illicite et abusive. Et celle qui va limiter les moyens de preuve, donc qui pourrait dire seul le système d'intelligence artificielle permet de rapporter la preuve, cette clause-là serait simplement abusive, mais elle serait quand même abusive. Donc ça crée des problèmes, de vrais problèmes juridiques, surtout dans les relations asymétriques. C'est un excellent élément de réponse qui, moi, me fait soulever deux questions. Une qui est plus technique et une qui est plus juridique. La première, qui est la question technique, c'est que, en fait, on voit quand même parmi les éditeurs qu'il y a un espèce de retrait, on fait très attention à ne pas accuser à tort les utilisateurs et justement à ne pas les sanctionner. Parfois, même si on est quasiment sûr que ce sont des tricheurs, on n'ira pas jusqu'à la sanction parce que cette relation consumériste en fait, peut se retourner très rapidement contre l'éditeur. Donc ça va être, je pense, plutôt à toi de t'exprimer peut-être là-dessus. Et la deuxième question, elle est effectivement plus juridique, qui est, tu évoquais la question du joueur professionnel et le pouvoir de sanction disciplinaire si le joueur professionnel triche sur le jeu en dehors de son exercice professionnel, s'il est par exemple en train de streamer et qu'il est pris à tricher, soit par l'utilisation de l'intelligence artificielle, soit des comportements type boosting, smurfing quand c'est interdit. Est-ce que c'est possible de l'interdire, de bloquer son accès au jeu, notamment dans le cadre des compétitions professionnelles? Là, ce sera peut-être plutôt à Willy de répondre, mais on va commencer par ma première question. Donc, sur l'aspect technique, on en revient un peu à cette question pas vraiment de faux positifs ou de faux négatifs, mais le risque et comment est-ce que en pratique vous gérez le risque de triche ou d'autres comportements déviants, comment est-ce qu'on fait? Alors, au niveau des modèles de machine learning, c'est par définition des modèles qui ne sont pas déterministes. Donc, on n'aura pas de capacité à réellement prouver à 100% que ce que le modèle a détecté comme étant pour reprendre le cas de la triche, un tricheur, ça reste probabiliste, mais il existe beaucoup de techniques pour essayer d'expliquer. Donc c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité ou XAI. C'est des courants qui aujourd'hui existent pour essayer d'expliquer la raison pour laquelle le modèle pense
à tort ou à raison que telle personne a été classifiée dans cette catégorie. En fait, pour revenir au risque de faux positif, faux négatif, ça existe dans tous les systèmes aujourd'hui de classification ou de détection, indépendamment que ce soit des modèles de machine learning ou non, sur les règles. Ce qui existait avant, pour revenir à la première question auquel je n'avais pas répondu, effectivement, il y a les systèmes d'anti-triche classiques et il y a aussi un ensemble de règles qui existent toujours. Et bien souvent, les modèles de machine learning sont accompagnés de systèmes de règles, justement pour faire un espèce de filet de sécurité ou en tout cas s'attarder sur certains endroits via des règles et via d'autres types de comportements, plutôt exploiter des modèles. Au niveau de la création du modèle, ou en tout cas de son affinement pendant l'entraînement, on travaille justement avec les équipes, notamment les équipes de production. Ce que j'appelle les équipes de production, ce sont les personnes qui font les jeux vidéo et notamment les équipes de sécurité autour de ces jeux vidéo. On leur propose des modèles, mais ensuite, le modèle, lui, ce qui sort, c'est généralement un score, entre 0 et 1 ou 0 et 100 selon l'échelle. Et c'est à nous, et aussi en accompagnant les équipes, de définir un seuil. Et c'est ce seuil-là, au niveau de ce score, qui va déterminer si un comportement va tomber d'un côté ou de l'autre, triche ou pas triche, ou comportement X ou Y. Et donc le choix de ce seuil est déterminant, justement, pour essayer d'optimiser le taux de faux positifs, faux négatifs, et surtout vrai positifs. L'intérêt, c'est quand même de détecter le mieux possible ces comportements, tout en généralement minimisant le taux de faux positifs, c'est-à-dire faire des erreurs de détection du côté positif. Donc accuser à tort un joueur d'avoir triché ou accuser à tort un joueur d'être un smurf. Est-ce que j'ai répondu à la question en partie ? En très grande partie, effectivement, parce que la réponse était dans c'est probabiliste, et donc à quel seuil de probabilité on va dire ok, ce joueur-là va ressortir comme étant un tricheur. Et derrière, la question c'est, même s'il ressort comme étant un tricheur, est-ce que le pourcentage, cette marge d'erreur suffit à dire on sanctionne, ou est-ce qu'il y a, malgré ce résultat positif, un espèce de contrôle? Alors peut-être que la réponse est plus juridique. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contrôle au niveau de l'éditeur pour se dire, vu qu'il y a une marge d'erreur, en réalité on va préférer ne pas sanctionner cette personne-là? Je ne sais pas, par exemple, Willy, si quand tu étais chez Activision Blizzard, le service juridique a parfois, en restant évidemment dans le respect de la confidentialité de tes anciennes fonctions, mais est-ce que c'est une éventualité de mettre Léola sur des bans de compte, même si on y reviendra, la notion de ban est une notion qui n'est pas juridique, ou pas? Je vais te donner la meilleure réponse du juriste. Ça dépend. Ça dépend des cas. En fait, il y a beaucoup de scénarios ici dans tout ce qu'on parle. Je vais revenir juste une seconde sur les méthodes de détection, parce qu'on a parlé de l'IA, on a parlé du machine learning. On n'a pas évoqué les signalements qui sont faits par les autres joueurs à l'égard d'un joueur qui est censé tricher. Et cette information nourrit aussi beaucoup la décision qui est faite, ou la manière dont la surveillance est imposée sur des joueurs qui sont suspectés de triche, etc. Et ça, il ne faut pas minimiser cette intervention humaine des autres joueurs, et donc de ceux qui expériencent soit déjà des joueurs d'une très grande qualité, ou alors des joueurs qui sont en train de tricher. En matière de sanctions maintenant, on a quand même deux éléments qui sont très importants juridiques sur l'application de la sanction. C'est sur le sujet dont on parle, c'est l'AI Act. Désolé, je fais à l'envers. Mais il faut qu'il y ait pour toute décision qui est automatisée, il doit y avoir une intervention humaine à un moment. Et tu as l'article 22 également du RGPD sur la décision automatisée, la prise de décision automatisée sur le traitement de données, qui doit également faire apparaître une intervention humaine. Et donc, a priori, les éditeurs sont conformes avec ces législations, et donc dans
le cheminement entre la détection, la surveillance, la détection et la prise de décision, il y a une intervention humaine, qu'elle soit juridique ou qu'elle soit faite par un analyste qui regarde les données, etc. Donc ça, c'est un élément important quand même à considérer. La technologie de détection, on sait qu'elle est fiable à un taux très fort, mais pas à 100%. Donc tu vas peut-être avoir 98, 99,5 de validité sur tes modèles en fonction du type de comportement qui est détecté ou qui a détecté. Tout dépend un peu les chiffres que je viens de donner sont complètement aléatoires, mais la probabilité est très haute quand même. Donc après, c'est vraiment une décision économique ou une décision sur le joueur qui doit être prise en compte. Qu'est-ce que je veux faire avec le 0,02% de tricheurs qu'il y a dans mon jeu et que j'ai détecté? Est-ce que je veux le conserver dans le jeu parce que c'est une source de revenus économiques, ou est-ce que je veux le mettre de côté, potentiellement l'exclure, pour assurer que les 99,8% des joueurs qui, eux, jouent fair play, continuent à jouer et à être engagés dans mon jeu sur le long terme? Ça, c'est une décision que l'éditeur ou que le développeur doit prendre. Et donc, ça va influencer légèrement, grandement, la décision de la sanction. Donc, comme tu l'as mentionné, chaque éditeur a dans ses conditions d'utilisation différents types de sanctions, mais ça peut aller du silence, donc interdire à la personne de parler, c'est plutôt généralement quand il y a des abus de langage. Ça peut être une sanction ne plus avoir accès au mode multijoueur pendant une semaine, jusqu'au bannissement total de l'accès au jeu, etc. Et donc, chaque éditeur va prendre la sanction qui lui paraît la plus appropriée par rapport aux situations, à sa situation économique et à la situation particulière du joueur qui est suspecté de triche. Merci beaucoup pour cet élément de réponse. Et donc la deuxième question qui va avec, qui est une question plus juridique et qui mêle, à mon sens, possiblement droit du travail et droit du jeu vidéo, utilisation de l'IA, c'est la question du joueur professionnel qui triche en dehors de son temps de jeu professionnel. Et est-ce que la sanction, par exemple l'interdiction de jouer dans des compétitions, c'est une sanction qui déjà est possible? Est-ce qu'elle serait licite? Est-ce qu'elle a un sens? Je laisse les juristes peut-être répondre à ça sur le lien entre le droit du travail, le droit des contrats e-sportifs, des contrats de compétition de jeux vidéo, et finalement le fait d'agir en dehors de son contrat de travail. Oui. Est-ce que la question est... Ah, pardon. Non, vas-y Willy, vas-y. Alors, je demandais si, parce que tu es sous contrat professionnel, tu dois être protégé contre l'utilisation de logiciels de triche lorsque tu n'es pas dans l'exécution de ton contrat. C'est ça? Donc ça ferait un passe-droit. Non. Alors, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? C'est un peu coupé. Non. Ouais, pardon. Ah, pardon, non, je demandais si ta question ne revenait pas à dire que parce que tu es un joueur professionnel, tu pourrais être autorisé ou avoir un passe-droit à utiliser des logiciels de triche lors de ton entraînement. Alors c'est une manière de formuler la question, mais techniquement, si le joueur professionnel triche en dehors des compétitions sur son compte personnel, est-ce que l'éditeur peut l'empêcher de jouer aux compétitions? Et c'est pas vraiment un passe-droit, on peut lui bannir son compte personnel, mais est-ce qu'on peut l'interdire de jouer en compétition? Et donc oui, c'est une question qui est à la fois très axée éditeur, mais aussi d'un point de vue plus droit de façon générale. Juste, je me permets, est-ce que ça ne dépend pas à la fois de l'éditeur, mais aussi à l'organisateur de la compétition, qui est parfois différent de l'éditeur et qui peut aussi appliquer ses propres règles de participation? Et d'ailleurs, l'exemple que tu donnais tout à l'heure, ça sous-entend en plus un comportement supplémentaire, parce qu'il y a le comportement de la triche, mais potentiellement, ce joueur professionnel aurait utilisé un compte tiers, ou en tout cas un compte secondaire pour utiliser sa triche, enfin jouer sur le jeu en trichant.
Et ça dépend aussi de l'éditeur, mais généralement, c'est interdit par les conditions d'utilisation d'avoir plusieurs comptes Oui, mais pour une même personne. on est effectivement c'est une très bonne remarque, on est dans une relation contractuelle assez complexe, éventuellement éditeur, organisateur, plus équipe sportive, plus le joueur. Et donc dans tout cet ensemble contractuel, comment est-ce qu'on décide de cet ensemble-là, des sanctions pour ce qui se passe en dehors éventuellement du cadre de la compétition? Je ne sais pas si tu... Oui. Déjà, donc, si on dit qu'il y a un contrat de travail, ce qui n'est pas forcément toujours le cas s'agissant des joueurs professionnels de jeux vidéo. Donc, dans le cadre d'un contrat de travail, le salarié ne peut pas être sanctionné, en tout cas par son employeur, pour des faits qui relèvent de sa vie privée, puisque c'est la règle de l'immunité qui s'applique en la matière. En revanche, dans les relations... Alors, ensuite, il y a la question de la participation à la compétition. Et effectivement, moi je souscris à cette idée que ce sont les conditions générales de participation à la compétition qui définissent les conditions d'accès à la compétition. Et en même temps, ça dépend des modèles de compétition et de type donc de type de jeu. Parce que si on a des équipes, on a un salarié, on peut avoir des salariés, mais on peut aussi avoir des compétitions où en fait le modèle du salariat ne s'applique pas. Et où on a des joueurs individuels qui sont des indépendants et qui participent à des compétitions. On peut penser à tout un tas de jeux qui se jouent en individuel en réalité. Et donc dans ce cas-là, la question moi je pense que je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que c'est les conditions générales d'utilisation du jeu qui vont dicter déjà dans un premier temps est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de licences. Est-ce qu'on peut avoir une licence d'usager, j'allais dire, de droit commun et une licence spéciale si je participe à des compétitions, une ou plusieurs, est-ce qu'il y a des relations d'exclusivité, est-ce qu'il n'y a pas de relation d'exclusivité par ailleurs. Et puis en même temps, s'il n'y a rien, si tout est permis, est-ce que le fait d'avoir triché par ailleurs est une condition suffisante pour interdire de participer à une compétition? Si, à mon avis, les conditions de participation ne le prévoient pas, ça va me sembler délicat. Ça me paraîtrait excessivement attentatoire aux libertés fondamentales. Oui, est-ce que tu veux rajouter quelque chose effectivement sur ces interventions? Non, c'est intéressant. Je pense que j'aimerais bien que Gaylor nous fasse un parallèle avec le sport, par exemple, il a mentionné le dopage. Donc, quand tu as un athlète qui s'entraîne en se dopant et qui est jugé coupable de dopage, souvent il est suspendu pendant 2-3 ans, on ne peut pas aller au championnat du monde, au championnat de France, etc. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire ici, Gaylor, ou pas? Oui, alors... ça me fait penser à une affaire que je connais un peu de près, d'un joueur qu'on ne citera pas, qui avait été pris, alors dans le cadre d'une hypothèse de triche qu'on n'a pas évoquée, qui est la manipulation de la compétition, en vue de réaliser des opérations économiques, dont potentiellement des paris sur la compétition, et un joueur qui avait cédé des items à un tiers pour que ce tiers parie évidemment sur la victoire de l'autre équipe, puisqu'il est plus facile d'agir sur sa défaite que sur sa victoire. Et donc finalement cette affaire a été révélée et c'est l'éditeur et pas l'organisateur de la compétition qui avait, pour reprendre la sémantique journalistique, dit « ce joueur doit être banni ». Okay. Sauf qu'en réalité, il y avait deux choses. C'est que, un, le terme bannissement en droit, ça ne veut rien dire. Et que deux, l'éditeur en question n'était pas l'organisateur. Mais en fait, qu'est-ce qui se cachait derrière cette sémantique? Il se cachait l'idée que l'éditeur allait refuser d'attribuer des licences au profit des organisateurs s'ils acceptaient d'accueillir ce joueur dans les compétitions. Donc c'était une menace un peu contractuelle, mais pour moi je ne pense pas que ça relève forcément de l'abus de droit ou quoi que ce soit.
Donc c'était une exclusion plus de facto que de jure en fait, pour l'avenir. Ce qui n'interdisait pas à l'organisateur de sanctionner le joueur pour l'acte de triche ou la manipulation de la compétition au jour J, au titre, ne serait-ce qu'au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de participation à la compétition. Donc voilà si on peut faire un parallèle. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même derrière tout ça, souvent derrière ces exclusions, une question de proportionnalité de la sanction qu'on a connue un certain temps dans le dopage. J'ai pour mémoire un rapport de l'ancien président de la Cour européenne des droits de l'homme, M. Costa, qui avait rédigé une conclusion pour l'Agence mondiale antidopage, qui avait dit que oui, les exclusions à vie, c'est totalement proportionné. D'accord. Et transposer ça à l'e-sport, ça n'a pas posé de problème pour un certain nombre d'éditeurs et d'organisateurs. Je pense que là, il y a un vrai travail de réflexion à mener. C'est quoi la proportionnalité de la sanction en matière de triche dans les compétitions de jeux vidéo? Est-ce qu'il faut faire un panorama de sanctions en considération du type d'acte de triche, de la gravité de la triche? Généralement, en fait, ça c'est à l'organisateur de le prévoir. Oui, mais effectivement, c'était une affaire, là encore, je reprends l'exemple Overwatch League parce que Willy est présent, mais je me souviens d'un joueur qui avait été pris à faire du boosting justement hors compétition, dont je ne me souviens pas le nom, et qui avait été interdit de jouer pendant la compétition, pendant plusieurs semaines, mais on était dans une relation où c'est l'éditeur qui organisait lui-même la compétition, et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que le compte du joueur était temporairement banni, même si ce que tu rappelles, c'est que le bannissement, ce n'est pas une notion juridique, mais le compte du joueur était temporairement suspendu, il était interdit de compétition, mais les bruits de couloir qui tournaient autour de cette affaire, c'est qu'il continuait à s'entraîner avec le reste de l'équipe. Donc effectivement, son compte était suspendu, il ne pouvait pas jouer pendant la compétition, mais techniquement, il continuait à jouer et donc à contourner, pas forcément les règles de la compétition, mais les règles de la sanction, puisqu'il utilisait un compte en dehors de celui qui était censé être le sien. C'est pas nécessairement contradictoire. Si on reprend encore le sport, si tu es exclu pour dopage et que tu es coureur à pied, ça t'empêche pas d'aller faire ton jogging le dimanche matin. Sauf que ça s'applique pas là-dessus. Sauf que ton jogging, tu le fais sans utiliser les infrastructures entre guillemets de l'organisme. Alors que là, en tant que joueur professionnel, tu utilises nécessairement un compte. Donc tu es nécessairement en train d'utiliser le service proposé par l'éditeur. Et je pense que c'est aussi une limite du parallèle, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, mais cette limite du parallèle entre le sport et l'e-sport, parfois, on oublie que l'e-sport, il est fondamentalement lié à un éditeur. Ça a été une des problématiques liées à l'organisation de jeux vidéo, enfin de compétitions de jeux vidéo pendant les Jeux Olympiques, parce qu'on imposait finalement un éditeur, donc quelque chose d'une personne privée. Et donc cette limite-là, on peut la retrouver aussi dans l'utilisation de la triche, dans l'utilisation de certains outils de triche par les joueurs professionnels. Ta remarque est tout à fait valide. Et pleine de sens également. Sur le point de décider ou pas de bannir le joueur, etc., dans un contexte professionnel, et tu mentionnais l'Overwatch League, il y a un élément qui est important, c'est la représentation que tu peux avoir via ta ligue professionnelle de ton jeu. Et donc, quel est le but que tu vas avoir? Est-ce que la ligue professionnelle est un outil marketing pour ton jeu? Et dans ce cas-là, est-ce que ça doit définir les valeurs en tant qu'éditeur ou en tant que jeu tu supportes et tu te bats pour? Et donc là, le fait de bannir le joueur de la compétition professionnelle et de dire, voilà, nous, on va bannir le joueur pro et également, on va bannir tous les joueurs qui trichent ou qui font exactement la même triche, qu'ils soient amateurs ou professionnels. C'est notre ligne. Et on va l'appliquer. Et donc, ça sert également à ça. Pour l'entraînement, je commente pas parce que je ne suis pas au courant de ce cas particulier. Mais il y a... mais c'est
question valide. Et la deuxième question, c'est sûrement le compte numéro 1 a été banni, mais pas le compte numéro 2 du joueur. Donc il continue à s'entraîner sur un second compte. Merci beaucoup. Et effectivement, ta remarque me fait penser à deux cas différents, enfin me ramène à deux observations. La première, c'est cette différence entre la scène professionnelle et la scène semi-professionnelle, la voie d'accès à la scène professionnelle, qui est susceptible effectivement d'être plus rempli de triche parce qu'il y a moins de contrôle et que pour être repéré par certains organismes, il faut vraiment dépasser les performances des autres joueurs, ce qui ramène aussi à la détection de à quel point, comment est-ce qu'on détermine si un comportement est humain ou inhumain. Je prends l'exemple de StarCraft 2, mais StarCraft 2, les joueurs professionnels, ils ont des APM, enfin des actions par minute, ils sont capables de cliquer à quasiment 400 fois par minute. Comment est-ce qu'on arrive à se dire, notamment avec le machine learning, que tel comportement, et je sais encore que la réponse c'est probabiliste, mais comment est-ce qu'on fait pour se dire peut-être que c'est un joueur qui est vraiment exceptionnel ou c'est un tricheur. Et une deuxième sous-question aussi, parce que tu l'évoquais tout à l'heure et j'ai pas eu le temps de rebondir dessus, tu parlais du Cronus Zen, de tout ce qui est extérieur. Donc est-ce que l'analyse permet de supposer, par exemple, qu'on est sur un joueur, enfin l'analyse par IA permet de supposer qu'on est sur un joueur qui utilise ce type de logiciel. Est-ce qu'on ne peut pas le détecter matériellement, mais est-ce que dans la manière de jouer, on peut, via l'utilisation d'analyse de gameplay, est-ce que l'analyse de gameplay permet de détecter des outils extérieurs ou pas? Je vais donner la réponse d'un juriste, ça dépend. En fait, c'est une très bonne question. Il y a vraiment deux choses dans les objectifs de détection. Il va y avoir à la fois une détection directe, comme tu l'as dit, on va essayer de détecter que le joueur a utilisé un Cronus ou un logiciel de triche. Et il y a parfois des moments où on n'a pas le choix, parce que c'est trop compliqué d'avoir cette détection directe, et parce que aussi tout est fait pour masquer et effacer l'utilisation de ces choses-là. On n'a pas parlé d'une chose aussi qui existe, qui s'appelle les DMA, Direct Memory Access, et qui sont en gros un moyen de pouvoir faire tourner les systèmes anti-cheat, enfin les systèmes de triche sur un autre ordinateur, et de sorte que d'avoir son propre ordinateur sain et quasiment indétectable. C'est pourquoi, du coup, je reviens à ta question, l'IA est vachement utile justement pour travailler directement sur le comportement des joueurs dans les parties et pouvoir essayer d'identifier ce qui est d'un temps de réaction humain à inhumain. Et là encore, c'est tout l'intérêt de l'IA ou des modèles de machine learning, c'est que ça ne va pas être juste du binaire, c'est que ça va dépendre à la fois de la progression de chaque joueur au cours de leur précédente partie et au sein du contexte de la partie elle-même. L'objectif quand même, c'est que dans un jeu vidéo, il y a quand même une balance, ou en tout cas un matchmaking qui est fait de sorte de jouer contre des joueurs de ton propre niveau. Donc il y a quand même déjà d'autres modèles, souvent d'IA aussi, pour essayer d'identifier, de mesurer ton vrai niveau. Souvent c'est via un score. Donc déjà, c'est un moyen de mettre les gens ensemble. Et ensuite, une fois qu'ils sont ensemble, on considère que notre système marche bien, on va faire tourner ensuite d'autres types de modèles pour justement, au sein de cette catégorie de personnes qui jouent de la même manière, se dire qu'est-ce qui est anormal de ce qui est normal. Et là encore, c'est pas déterministe, c'est probabilistique, mais l'IA a quand même prouvé sur les dernières années qu'il y avait quand même une efficacité très forte. Et je vais revenir aussi sur un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui est en lien aussi avec la sanction. Il faut différencier les systèmes de détection et ensuite son application. Moi, aujourd'hui, je fais des modèles de machine learning pour détecter un type de comportement en particulier. Donc, il va y avoir un pool de personnes qui seront identifiées pour avoir utilisé ou avoir adopté ce type de comportement. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont être automatiquement sanctionnés. Ça dépend justement de la politique qui a été mise en place par l'éditeur. Donc si c'est détecté et sanctionné, c'est parce qu'on a mis en place une automatisation, mais très souvent, ces systèmes de détection permettent plutôt de prioriser et de justement essayer de graduer la gravité de l'utilisation. Et justement, la sanction vient quand il y a une accumulation de signaux via ces différents modèles.
c'est à ce moment-là qu'on va commencer à sanctionner. Et même dans la sanction, il y a des gradations différentes. Souvent, c'est d'abord un email pour prévenir le joueur que, attention, c'est un avertissement, ne recommence pas. Ensuite, c'est une sanction peut-être sur la journée, sur 2 jours, sur la semaine. Et effectivement, à la fin, si c'est vraiment gravissime et qu'il y a eu plusieurs fois et à plusieurs reprises l'utilisation de triche ou d'un comportement particulier, il peut être banni du jeu. Et même là, souvent, il est banni du jeu lui-même, mais il n'a pas perdu les accès à son compte. Il peut vraiment perdre les accès à son compte s'il y a vraiment des mesures plutôt de cybersécurité. Et là, c'est en dehors du scope de la triche. C'est vraiment si on a essayé de faire du leak sur le jeu, extraire des informations dans le jeu, le code source, ou plus généralement de la fraude, revente de compte et ce genre de choses. Vol de compte aussi. C'est okay. Très très intéressant, ça me permet de rebondir parce que du coup tu as fait le juriste alors que tu n'es pas juriste, mais les expressions que tu as employées m'ont fait penser à 2 choses. En fait, tu parlais d'une accumulation de preuves, ce qui fait penser à une logique de faisceau d'indices chez les juristes pour permettre de déterminer si oui ou non c'est un tricheur. Et surtout, après, tu as parlé de réponses graduées. Et moi, j'avoue que ça m'a beaucoup fait penser à Adopi, feu Adopi. Et cette même logique de réponse graduée, on t'envoie un email, ensuite on t'envoie un courrier recommandé, ensuite on te bloque ton accès pendant X temps. Et ça me fait penser à la réponse ultime à l'époque de Adopi, qui était le blocage de l'accès Internet complet, avec l'impossibilité d'aller chercher d'autres fournisseurs d'accès. Et malgré tout, de continuer à payer le FAI. Donc vraiment la sanction assez cruelle. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule personne en France qui a subi cette sanction-là, parce que justement, ça a été considéré par le Conseil constitutionnel comme étant une atteinte disproportionnée aux droits des utilisateurs. Et je me demande est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre justement l'impossibilité d'accéder totalement au compte et cette fameuse réponse graduée de Adopi. Alors c'est un peu de but en blanc, mais... Je te dis non. En réponse assez simple. Non, tu l'as dit très bien. La sanction ultime Adopi, c'est faire en sorte que la personne ne peut pas accéder à un système de communication vital dans la vie de tous les jours. Donc la conséquence juridique est énorme pour le quotidien de la personne. Le jeu, tu es banni d'un jeu, tu en as encore 50 sur le marché, que tu peux utiliser quand tu veux, tu en as des gratuits, des payants, etc. La seule chose que tu paies potentiellement, c'est l'argent que tu as mis pour acheter le jeu, si tant est que c'est un jeu payant, à l'entrée, ou les téléchargements que tu as effectués. Donc le parallèle est quand même est bien tenté. Mais je pense qu'on a quand même, en termes de sanctions et de conséquences, une très grosse différence ici. Okay. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que le parallèle était peut-être un peu lointain. C'était peut-être un grand écart Jean-Claude Van Dammesque. Mais bon, je trouvais ça intéressant. Ensuite, autre question peut-être sur... parce qu'on parlait... De fameux contrôles, donc le fait qu'il est possible que l'outil de cheat soit sur une autre machine, que c'est difficile à détecter. Et c'est un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, c'est les systèmes comme Vanguard, qui justement ont un accès extrêmement approfondi à la machine, au comportement de l'utilisateur. Est-ce que, d'un point de vue juridique, il n'y a pas un risque d'atteinte aux droits fondamentaux de la personne, atteinte à la vie privée, atteinte à la protection de ses données à caractère personnel, et de rentrer éventuellement, pourquoi pas, dans ces fameuses hypothèses de consentement résigné, où l'utilisateur accepte qu'il y ait un accès aussi intime à sa machine, parce qu'il veut utiliser le service, parce que, prenons l'exemple quand même de la jeunesse, mais parce que tous ses amis sont en train de jouer à Valorant, puisque je parlais de Vanguard, parce que tous ses amis sont en train de jouer à ce jeu-là, il est un peu obligé d'accepter cette atteinte à son intimité. Je laisse peut-être les juristes plutôt répondre à ça. La réponse est, j'allais dire, dans la question. C'est vrai que tout à l'heure, les premiers intervenants évoquaient Pokémon Go, je le cite. Ce qu'a fait Niantic d'ailleurs est très, très intéressant, mais on pourra en rediscuter ultérieurement. Mais
le comportement, alors on sait que le consentement au sens du RGPD, c'est pas la même chose que le consentement au sens du droit des contrats. Mais je suis désolé, en pratique, une fois qu'on a fait notre analyse de juriste, la pratique nous montre qu'en réalité, les utilisateurs, les consommateurs, ils s'en moquent. Ils s'en moquent jusqu'à ce que ça aille mal, malgré tout. Et ce qui est justement intéressant à la suite de toutes ces questions, parce que ça vient vraiment dans la lignée de la question précédente des sanctions, des ripostes graduées, c'est la contestation derrière. C'est la contestation, et la contestation, elle n'est pas si évidente que cela. Deux points. Je viens de voir, là, il y a un arrêt qui vient de tomber, une décision qui vient de tomber, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur le droit d'accès et l'abus de droit d'accès. Et qu'à partir même d'une première demande, on pouvait être dans l'abus d'exercice de ce droit d'accès. Ce qui est intéressant. Comment on va faire valoir ces droits. Ce qui est surprenant même, effectivement. Ce qui est surprenant. Ce qui est exceptionnel, hein, quand même, mais c'est ce qui est possible. Ce qui est, bon, premier point intéressant. Deuxièmement, ce que j'évoquais tout à l'heure, quand je vais contester auprès de qui? Auprès de quoi? Et comment? Dans l'affaire Valve contre UFC Que Choisir, dans le jugement donc, du tribunal judiciaire de Paris, parmi les clauses qui avaient été jugées illicites et abusives, il y avait le fait d'imposer une médiation à Los Angeles. Bon, c'est peut-être un peu problématique pour un consommateur rémois, mais c'est vrai aussi pour un consommateur marseillais. Donc ça va poser un problème, et puis il va falloir encore une fois rapporter la preuve. Et d'ailleurs, on peut avoir des problèmes de preuve dans les deux sens. Parce qu'on est en train d'évoquer le cas des éditeurs, pour faire simple, qui utilisent des systèmes d'IA pour prouver de la triche. Mais on peut aussi imaginer un utilisateur qui utilise un système d'IA pour essayer de rapporter une preuve fausse, qu'il n'a pas triché. Et là, on en arrive à un combat de systèmes d'intelligence artificielle, si tant est que chacun puisse encore une fois avoir accès aux mêmes armes. Et là, on retombe sur les grandes règles du droit au procès équitable, etc. Voilà ce que je voulais dire sur ce petit point. Mais effectivement, la collecte de données sera évidente, l'atteinte à la vie privée, elle ne sera pas forcément systématique, mais on pourra dériver vers ce type de risque. Il faudra prouver l'atteinte. Et puis ensuite, quelle va être la sanction? Parce que si c'est pour contester une sanction de triche, d'accord, l'issue du contentieux peut être l'annulation de la décision de sanction. La réparation, est-ce qu'il y aura une réparation? Peut-être, mais à quelle hauteur? Ce ne sera pas très élevé. Ce sera symbolique, oui. Et est-ce que l'utilisateur ou le compétiteur, si c'est un joueur professionnel, va aller jusque-là? Alors le joueur professionnel, il a plus d'enjeux, oui. L'utilisateur, s'il peut avoir un autre compte, il va pas se lancer dans un contentieux. Même pas un pré-contentieux dans ses rapports avec le fournisseur de services. Oui, c'est distinction théorie-pratique. Je me permets, parce que bien c'est sûr. très intéressant. Justement, c'est le problème de ces comptes secondaires, et ce qu'on appelle plus communément les smurfs, c'est que, en quelque sorte, ça annule le principe même de sanction. Si tu te fais sanctionner sur ton compte 1, mais que tu as un second compte, en fait, finalement, la sanction, elle n'a pas trop d'impact. Donc, c'est aussi tout l'enjeu de détecter en interne ou à l'externe, justement, ces comptes smurfs, ou en tout cas, ces activités. Et puis j'aimerais quand même rappeler que l'idée quand même des éditeurs, c'est d'avoir des joueurs sur le jeu. Donc il y a vraiment une logique de poids, de mesure. Enfin non, il y a une logique d'équité, mais c'est surtout qu'il y a une espèce de présomption d'innocence. En tout cas, on ne va pas essayer de taper dans le tas quand on peut. Et justement, c'est ce que je disais plus tôt, il faut dissocier la logique de détection de l'action. Aujourd'hui,
même s'il y a des comportements qui sont très difficiles à détecter, dans la majorité des cas, on peut les détecter. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va bannir directement, et c'est d'ailleurs pour ça plutôt que on ne banne pas au fil de l'eau, ou en tout cas moins que via des vagues de ban, plutôt parce qu'à un moment donné, on a mesuré que ça y est, c'était le moment de vraiment agir, donc on fait une petite vidange, et ensuite on repart un peu mieux sur la prochaine saison. Et c'est intéressant parce que moi je me place en qualité de, cette fois pas de juriste mais de joueur. Je me suis toujours dit, finalement les joueurs eux-mêmes, la communauté peut avoir un rôle assez actif en fait, à rejeter un certain nombre d'autres joueurs. Je pense aux jeux multijoueurs évidemment, de ne pas participer aux mêmes pratiques. Et donc finalement, il y a des groupes qui se formeraient naturellement. Et puis après réflexion, je me suis dit, le problème, c'est qu'il y a aussi un problème économique et matériel, c'est la durée de vie du jeu. Parce que les serveurs, si ce sont les serveurs de l'éditeur, ils seront de moins en moins disponibles pour les anciens jeux et de plus en plus pour les nouveaux jeux. Ce qui fait qu'en réalité, même dans la pratique, on s'aperçoit que comme il y a de moins en moins de serveurs, techniquement, les pratiques se dégradent. Elles se dégradent, j'allais dire, mécaniquement, pour faire simple, le temps de connexion, enfin le temps de latence. Et donc parfois, c'est de plus en plus difficile de trouver des joueurs, et donc de plus en plus difficile de créer des sous-communautés avec des gens qui s'estiment entre eux ne pas tricher. Donc voilà, il y a un rôle peut-être de la fanbase aussi, des communautés de joueurs à jouer, à agir pour lutter contre la triche. Ce qui, je suppose, est déjà pris en compte aussi, enfin, le fameux, les questions de signalement de joueurs, etc., ça entre dans l'équation. Alors je ne sais pas du tout à quel moment ça rentre, parce que d'un point de vue logique, je dirais que vous avez cet aspect probabiliste, et ensuite vous regardez, est-ce qu'effectivement il y a eu des signalements de ce joueur, ou est-ce qu'à l'inverse, ça intervient avant il y a un joueur qui a été signalé, on analyse son comportement, et si le comportement analysé ressort, dans ce cas-là, on valide. Dans quel sens ça marche en fait? Dans les deux. À vrai dire, dans les deux. Le dernier que tu as cité, c'est plutôt pour démarrer une investigation. Donc là, c'est plutôt les équipes, les analystes au niveau du jeu ou de l'organisation qui vont travailler dessus. Et c'est généralement, effectivement, encore une fois, c'est à l'échelle ou en tout cas à la gravité du nombre de signalements qui va être fait auprès d'un joueur. C'est aussi un moyen pour l'éditeur de mesurer en quelque sorte si le jeu va bien, ou en tout cas si les joueurs se sentent beaucoup plus exposés à la triche ou à d'autres choses, hein, parce que dans le signalement, il n'y a pas que la triche, il y a aussi la toxicité dans les chats écrits ou vocaux. Donc c'est un moyen de mesure, par contre c'est pas forcément un moyen toujours très fiable. Ça dépend un petit peu de la discrétion de chaque joueur. Ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il y a un signalement, c'est qu'il y a eu un comportement qui est répréhensible. Voilà, c'est très subjectif, mais c'est aussi un moyen détourné, un proxy pour se dire que peut-être qu'il y a eu quelque chose à regarder. Et on l'utilise, ou en tout cas on regarde ces signalements justement pour évaluer en quelque sorte d'une certaine manière nos modèles de machine learning, ou parfois on peut, si ces signalements sont après les avoir filtrés, on est quasiment sûr que ce soit des très bons signalements, on peut les utiliser comme étant une vérité de terrain et apprendre à un modèle à reconnaître cette vérité de terrain. C'est le but même des modèles de machine learning qu'on appelle supervisés, c'est de superviser l'entraînement, donc l'apprentissage autour de quelque chose, d'une vérité de terrain qui lui a été donnée. Si on reprend la triche, imaginons qu'on ait des signalements pour triche où on est quasi sûr à 100% que c'était vraiment des tricheurs. On peut utiliser ces signalements comme étant les signaux disant attention, c'est ce joueur, il a triché à ce moment. Et donc on va entraîner un modèle de machine learning à reconnaître sans les signalements que ce joueur a vraiment triché. Voilà. Les deux interventions successives me permettent de rebondir sur une question qu'on n'a pas abordée et qui s'éloigne peut-être un petit peu de la triche à proprement parler, parce qu'on n'a pas parlé des bots qu'on peut retrouver dans certains jeux. Et il y a 10 ans, un bot
il y a 10 ans, un bot, ça se reconnaissait facilement. Maintenant, avec l'émergence des modèles d'intelligence artificielle, est-ce que l'utilisation de ces fameux modèles pour que le bot joue, est-ce que ça se reconnaît? Est-ce qu'il y a des cas, enfin, est-ce que vous, par exemple, Willy ou toi, Niels, chez Activision ou chez Ubisoft, est-ce qu'il y a des moyens de détecter ces fameux bots-là, ou est-ce qu'on est à une étape, à l'heure actuelle, où l'utilisation de modèles est tellement bonne que c'est pas détectable ou très difficilement détectable? Pour le cas d'Ubisoft, on essaye de les détecter. En tout cas, il y a des modèles dédiés à ça. Il n'y en a même pas qu'un seul. En fait, il y a plusieurs équipes qui ont travaillé dessus. Est-ce que le bot est piloté par une IA ou plutôt par des scripts? Ça, par contre, c'est vraiment à ces types de modèles-là de le décider. Est-ce que c'est vraiment si facile que ça? Pas forcément. En tout cas, il y a une exposition effectivement au botting dans les jeux, parce que le botting permet de justement gagner des choses dans le jeu. Souvent, c'est de l'expérience, et l'expérience permet généralement d'augmenter la valeur du compte à la fin, et ce compte peut être revendu. Donc c'est l'intérêt de faire du botting finalement, parce que sinon, s'il y a l'expérience et accumuler des items dans le jeu de façon exponentielle. Donc il y a bien des systèmes en interne qui essayent de détecter du botting. Maintenant, comme pour la triche, comme pour tous les comportements déviants, l'utilisation de l'IA vraiment booste réellement les capacités et parfois rend plus difficile la détection. Mais c'est tout l'intérêt justement d'utiliser de notre côté l'IA pour justement se réajuster et être plus en mesure de détecter plus efficacement ces comportements. Merci beaucoup. Willy, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Tu veux intervenir? Oui, c'est correct sur ce point-là, et c'est le botting et le farming on a vu aussi là, des centres de farming qui utilisent donc maintenant utiliser l'IA, etc. pour booster les comptes et les revendre, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi les joueurs veulent acheter des comptes qui ont été boostés au premier rang. Vous savez qu'il y a une table ronde peut-être qui doit se passer après avec un psychologue et un sociologue pour analyser en fait les comportements et pourquoi les gens veulent se développer dans le jeu de cette manière. Je voulais revenir sur ta première question de cette séquence sur Vanguard et Valorant, parce qu'on a discuté de plein d'éléments qui étaient super intéressants, mais on n'a pas vraiment adressé ta question. Et ta question, c'était est-ce que c'est pas trop intrusif? Je pense que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue juridique et technique. D'un point de vue juridique, on a évidemment le e-privacy, donc l'installation de fichiers à distance sur l'ordinateur. On a que 2 exceptions qui peuvent contourner le consentement dans ce cas-là. Et on a un parallèle qui est très fort avec les fichiers, les logiciels de sécurité, donc les spam filters, etc. Donc un antivirus, pardon, cherchez le mot. Et donc ils ont exactement le même problème d'installation de ces logiciels, parce qu'on doit installer des logiciels et surveiller ce qui se passe sur l'ordinateur. Une fois que le logiciel est installé sur l'ordinateur, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on est intéressé par le contenu du fichier Word? Non, pas vraiment. Le logiciel va regarder les fichiers exec et va regarder plutôt ce qui se passe sur l'ordinateur. Est-ce qu'il y a des modifications de paramètres qui s'effectuent et qui ne sont pas normaux quand l'utilisation du jeu vidéo se passe? Je ne connais pas exactement la technique, etc., mais c'est pour faire une distinction entre regarder ce qui se passe de manière technique sur le jeu et des interactions que le jeu peut avoir avec d'autres fichiers, et regarder les contenus intimes, personnels, privés, etc. La deuxième partie n'est pas vraiment d'actualité. On n'a aucun intérêt d'ailleurs pour le logiciel de surveillance ou de détection de la triche. Donc c'est un aspect important à avoir. Ceci dit, ça reste toujours une question. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que le logiciel ne fait que ce qu'il dit qu'il va faire? Et donc là, en entreprise, il y a quand même des obligations en interne à effectuer. On ne peut pas juste lancer un logiciel et se dire on va tout regarder, etc. Donc tu as quand même une étude d'impact qui doit être faite, il y a de la mise en conformité qui doit être effectuée, etc. Il y a des audits internes ou externes qui sont faits sur ce type de programme. Donc il y a quand même un encadrement qui n'est pas connu de l'utilisateur final,
mais qui s'applique en entreprise et qui fait partie aussi de la responsabilité. On peut très bien aussi envisager un régulateur qui vient et qui demande la communication de ces documents pour vérifier que tout a été mis en œuvre et conforme. Oui, Donc ça, c'est quand même deux éléments importants à garder en tête ici. On est un peu dans cette logique d'analyse d'impact à la protection des données, d'AIPD et de logique de responsabilisation, d'accountability, d'être capable de démontrer sa conformité. Dernière question, il nous reste 5 minutes, et dernière question peut-être un peu moins sérieuse. À quoi ça ressemblerait un monde sans triche, et est-ce qu'on peut vraiment souhaiter un monde sans triche dans les jeux vidéo? C'est l'exemple que j'aime bien donner, c'est que parfois, c'est quand même assez marrant de voir quelqu'un tricher. C'est la plupart du temps très frustrant, j'en conviens, mais une fois de temps en temps, c'est marrant de voir quelqu'un faire la toupie dans un jeu vidéo et tuer tout le monde en moins d'une demi-seconde. Et puis parfois, c'est impressionnant, un peu comme tout le generated speedrun, enfin les speedruns qui sont faits entièrement par des systèmes d'intelligence artificielle. Il y a un côté qui peut être impressionnant, d'où ma dernière question, un peu question de clôture. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait plus aucune triche dans les jeux vidéo? On va faire un tour. Oui, mais c'est une question plutôt subjective, non? Oui, là c'est vraiment à titre personnel. Je dirais que, en fait, comme tu l'as dit, il y a des notions de fun parfois, et peut-être pas forcément sur les jeux compétitifs. Donc ça dépend peut-être aussi de la typologie des jeux. Je dirais que sur les jeux compétitifs, pour le coup, la triche devrait, en tout cas c'est l'objectif, c'est pas de l'éradiquer, parce que c'est impossible finalement de l'éradiquer. C'est le jeu du chat et de la souris, c'est comme la fraude. Mais en tout cas de minimiser au maximum son impact dans les jeux. Donc c'est quelque chose qu'il faut poursuivre sur la partie scène compétitive et pas que, pour garantir que l'expérience des joueurs soit la meilleure possible. Si on te vend un jeu qui est là pour justement montrer que tu as des compétences et te mesurer à des personnes qui ont un niveau de compétences équivalent, et c'est ça l'intérêt, c'est ça le sel dans le jeu, c'est que faut réussir à gagner ou se surpasser, et c'est cet effort-là qui donne vraiment le fun, en tout cas dans les jeux compétitifs. Donc la triche, pour le coup, casse ça. Donc ma réponse, ce serait plutôt sur la partie compétitive. Je pense qu'il faut continuer nos efforts, et je reviendrai encore sur le sujet de l'IA qui extrapole un petit peu toutes les choses des deux côtés. Justement, c'est sur les petits éditeurs qui n'ont plus les moyens, ou qui n'auraient pas les moyens justement de lutter efficacement contre la triche. C'est là où justement c'est un gros problème, parce qu'il y a une perte d'équité aussi au niveau des éditeurs. Il y aurait les gros éditeurs qui seraient en capacité de vraiment lutter contre la triche efficacement via de l'IA, et les petits qui n'auraient rien, ou en tout cas qui auraient des systèmes un peu cheap. Et donc la communauté des joueurs sur ce jeu en pâtirait. Merci beaucoup pour cette réponse. Je te laisse. Alors, j'étais en train d'écouter et de réfléchir à mon expérience personnelle, et je suis en train de me dire qu'on a parlé de triche et on n'a pas parlé de contrefaçon. Alors que les actes de triche peuvent générer de la contrefaçon du jeu, et avec un volet civil et un volet pénal dans la contrefaçon. Même si on a vu avec l'affaire Datel que c'était pas systématique, mais ça amène à réfléchir quand même. S'il y a des sanctions pénales derrière, ça peut être dissuasif. Alors, moi, j'ai envie de dire, si l'usage est privé, chacun fait ce qu'il veut et prend les risques qu'il veut chez lui. Moi, ce qui me gêne, c'est par rapport à l'expérience de jeu, c'est quel est le choix laissé dans l'hypothèse d'un jeu multijoueur. Parce que j'achète. Je paye pour une licence d'utilisation, j'ai un droit de jouissance paisible de mon jeu, et puis voilà que j'ai pas le choix, qu'en raison de ma connexion, je vais nécessairement tomber sur un serveur où l'autre organise la triche. Et il m'impose cette triche. Et j'ai pas le choix. Parce que quand je recherche une partie, je tombe systématiquement en premier résultat sur cette partie-là. Et ça nuit quand même à l'expérience de jeu, parce que c'est drôle, oui, c'est drôle 5 minutes,
Mais moi, personnellement, ça m'exaspère assez rapidement. Donc qu'est-ce que je fais? J'éteins mon ordinateur et je vais corriger des copies. Et comme ça, je mets des mauvaises notes. Voilà, Vous voyez les conséquences néfastes quand même que ça peut avoir la triche. Effectivement, voilà, c'est la conséquence des comportements des joueurs. C'est vrai qu'on aurait pu demander notamment aux gens présents ou aux utilisateurs sur Twitch, on a la question qui va être affichée de qui a déjà triché dans un jeu compétitif, mais on va laisser d'abord Willy nous répondre à cette dernière question, faire une dernière intervention. Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et pourquoi pas autoriser la triche? Le problème de la triche, c'est quand elle est subie. Et c'est exactement le cas de Gaylor. Et donc là, moi, je voudrais orienter la question plus sur la règle. Je pense que si les plus grosses engueulades qu'on a en famille, ou l'une des plus grosses engueulades, c'est quand on joue au Uno. Chacun arrive avec sa compréhension de la règle qui est différente. Okay. Et donc, du coup, c'est là où ça crée des problèmes. Mais si tu arrives dans un serveur, et là, le serveur, on dit, voilà, la triche est autorisée avec tels outils, tel matériel, etc. C'est soit sans limite, soit avec des limites. Tous les joueurs sont au même niveau de connaissance, de possibilité de triche ou non, et d'information. Et donc, dans ce cas-là, ça pose pas de problème. Donc, vraiment, harmoniser un peu la règle ou avoir une règle claire, ça évite la triche subie et qui crée justement cette frustration dont Gaylor mentionnait. Merci beaucoup pour ces réponses, merci beaucoup pour ces échanges. On peut passer à l'étape suivante. Je laisse monsieur le doyen reprendre la parole. Si le micro fonctionne, oui, ça fonctionne. Bien. Donc tu voulais poser une question, Gauthier, qui a déjà triché? Ce qui permet d'ouvrir... voilà, l'honnêteté. Vous inquiétez pas, on ne vous voit pas. Vous êtes hors champ. Et vous êtes filmé de dos. On vous anonymisera. Voilà, merci, merci Willy. Et donc, jeu solo ou jeu compétitif? Justement, ça c'est vieux guerrier du jeu vidéo, là, du coup, ce que je vais dire, mais c'était dans Age of Empires, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si c'est les Romains ou les... Voilà, exactement. Tu avais le cheat code qui ramenait un tank à l'époque égyptienne, quelque chose comme ça, exactement. Oui, bien sûr, mais c'est comme tricher dans les Sims, hein, le fameux Motherload. Enfin, toute personne qui a joué aux Sims a déjà utilisé ce code. Mais là, oui, on parle plutôt de triche compétitive, de cet aspect d'aller sur un jeu et d'utiliser un Wallach, un Mbot, n'importe quoi. Ou pourquoi pas aussi de smurfer ou de se faire booster en fonction des jeux. Donc on n'a quand même pas tant de courageux que ça qui ont accepté cette réalité. Je sais pas, on n'a pas tant d'aveux. Oui, voilà. Il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité. Mais monsieur le doyen, est-ce que la question a été posée sur le chat ou pas du tout Je vais regarder. Ça va permettre d'ouvrir les questions au public. On n'a pas de retour. Donc sur le chat, tout le monde... Voilà, tout le monde est Grand Master sans tricher. Exactement. Bien on sûr. en parlait hier, justement. Mais voilà, donc peut-être passer aux questions. S'il y a des questions, il y a des questions. Bonjour, merci pour vos interventions. Vous avez eu une discussion tout à l'heure très intéressante sur la possibilité ou non pour les éditeurs de sanctionner les joueurs professionnels sur une faute qui serait commise dans un cadre non professionnel. Et je me demandais si on pouvait utiliser pour ça les clauses de cheerleading, les clauses de cheerleader, selon lesquelles le joueur a interdiction de faire une mauvaise représentation du jeu ou de son équipe. C'est une très bonne question. Alors c'est peut-être une question plus pour nos intervenants qui ont répondu à ça. Je ne sais pas si ce genre de clause existe. Par contre, il y a vraiment effectivement un devoir de représentation de la part des joueurs pros et des créateurs de contenu. Et notamment, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur beaucoup de jeux, hein, pas que les jeux Ubisoft, qui s'amusent à faire des race to vers un rang précis, ou même parfois juste se faire bannir par le système anti-cheat parce que justement ils ont un niveau beaucoup trop élevé et qui seraient considérés comme des tricheurs alors qu'ils n'ont pas utilisé de la triche, mais c'est plutôt leur niveau qui est beaucoup trop élevé par rapport au niveau dans leur partie. Donc je ne sais pas en termes de clause niveau juridique, mais par contre c'est vrai qu'il y a un devoir de représentation et ce sont les créateurs de contenu et les joueurs e-sport qui font rayonner le jeu et qui donnent aussi l'image du jeu, ils doivent la véhiculer de la bonne façon.
Oui, alors ça me fait penser aux clauses un peu comparables qu'on peut avoir dans le sport. Mais là, l'objet est différent, justement, parce que s'il s'agit... Alors, le terme de représentation me pose problème, parce que est-ce qu'il s'agit de ne pas porter atteinte à la notoriété de l'ayant droit sur le jeu, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'on est dans la représentation du jeu au sens des valeurs du jeu, quoi que ce soit? Et ça commence tout de suite à me titiller, parce que au-delà du fait que ce qui est une bonne ou une mauvaise représentation doit être défini, que c'est forcément sujet à interprétation, et qu'il y aura un problème de rédaction de clause et d'interprétation de la clause, donc c'est dangereux quand même d'imposer un comportement à un co-contractant. Forcément, les contrats doivent être exécutés de bonne foi, on est d'accord là-dessus. Mais là, est-ce qu'on n'est pas en train d'ajouter des obligations supplémentaires qui feraient que le joueur ne serait pas qu'un joueur, serait peut-être un représentant des intérêts de l'éditeur, et là vous me voyez venir. Je représente les intérêts, jusqu'à quel point je représente les intérêts? Est-ce que ma mission, c'est de représenter les intérêts d'un joueur, d'un éditeur, lorsque je joue, lorsque je stream? Parce que si c'est ça, ben on dérive vers autre chose en fait. On sort, à mon avis, de la CLUF et on va vers un autre type de relation contractuelle. Et dans une vision maximaliste, très franco-française, je vois poindre le droit du travail. Dans une vision évidemment absolutiste, hein, on est d'accord. Hein, mais voilà, donc pourquoi pas, mais moi je vois derrière les dangers qu'il y a dans ce type de clause. Mais je dis les dangers, mais on est des juristes hein, de toute façon, donc les risques on sait, on les pondère et on définit, on va définir des comportements en fonction de ce qu'on attend du joueur. Je peux proposer des directives générales, un peu standards, et puis après il y aura interprétation, il y aura sanction. Mais si je commence à rémunérer un joueur pour qu'il adopte un comportement dans le cadre de ses streams avec des directives un peu précises, là je rentre vers, à mon avis, autre chose que, enfin je pense, hein, si j'ai bien compris, que ce que vous évoquez, et ça effectivement c'est peut-être un peu plus compliqué. Willy, est-ce que un commentaire peut-être sur la pratique, comment, si tu as été confronté à ce genre de cas quand tu étais chez Activision Blizzard ou pas? Oui, si tu as le contrat, si tu as des clauses contractuelles qui considèrent en effet que le joueur professionnel est aussi un élément marketing et donc a des objectifs à réaliser en termes de visibilité du jeu et de promotion du jeu, que ce soit fait de manière directe ou indirecte, du coup ça fait sens d'avoir ces clauses appliquées. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Et donc, une dernière question, et puis après il sera l'heure du déjeuner. Bonjour, Henri Leben, avocat. J'ai une question très très pragmatique et factuelle. Est-ce que aujourd'hui dans les studios, vous réfléchissez, comment est-ce que vous anticipez le contrôle des décisions de l'IA, notamment par rapport à la triche? Vous avez parlé tout à l'heure de l'exclusion. Ça peut être une sanction contre un joueur. À titre personnel, enfin à titre personnel, professionnel on va dire plutôt, j'ai vu passer plusieurs décisions de sanctions qui n'étaient pas tout à fait développées, expliquées, justifiées, etc. Alors que maintenant on sait très bien que les plateformes vont avoir l'obligation de justifier une décision d'exclusion. Je suppose que, parce qu'économiquement c'est plus simple, vous allez déléguer une partie de ces décisions à des systèmes d'IA, en disant on repère qu'il y a une triche, on repère que c'est grave, donc on décide d'exclure. On sait que l'IA ne peut pas prendre en toute autonomie une décision qui a des conséquences juridiques, notamment. Comment est-ce que vous appréhendez ça? C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis en place au sein des studios des procédures pour que quand il y a une décision aussi grave que l'exclusion, eh bien, elle est vérifiée par, je sais pas, un panel d'ingénieurs, de scientifiques, etc., pour s'assurer que l'IA ne fait pas n'importe quoi? Alors, je ne travaille pas dans les studios. Je travaille sur
un des composants qui permet dans la chaîne de décision. Et il y a quand même des protocoles qui sont appliqués. L'IA n'est pas la seule entité qui porte justement ces décisions. Et encore une fois, je le répète, il y a la détection, et c'est là où l'IA est généralement le plus utilisée, et ensuite l'appréciation et l'application de la peine, ou en tout cas la sanction. Au niveau de l'IA, au niveau de la détection, on essaye au plus possible de rendre la décision interprétable ou explicable. Et donc ça, vraiment, c'est dans le choix du modèle, dans le choix de la modélisation, les données qui vont être utilisées. Ça fait partie intégrante du processus d'entraînement et de modélisation d'un problème en particulier. Et je le mentionnais plus tôt, il y a aussi l'utilisation de règles. Donc il y a à la fois des modèles, à la fois des règles, et c'est effectivement ces remontées de ces différents faisceaux d'indices qui font qu'à la fin, il y a une décision. La plupart du temps, elle peut être automatique, mais généralement, elle est revue. Il y a une revue manuelle par un humain, en tout cas côté Ubisoft. Et c'est à ce moment-là, du coup, en tout cas, c'est ces différentes chaînes de traitement qui font qu'à la fin, il peut y avoir un bannissement. Et c'est le bannissement à vie qui est la plus grosse sanction, mais elle est finalement moins... en tout cas, il y a pas tant que ça de bannissement à vie, ou alors c'est vraiment pour des cas assez graves. Et puis, il y a toujours le mécanisme de recours qui avait été un peu évoqué pendant la table ronde, où en fait, une fois qu'il y a une sanction qui est appliquée, le joueur a la capacité de contacter directement l'éditeur pour demander... ou en tout cas se faire valoir son droit, ou en tout cas sa volonté. Son point de vue, en tout cas. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un autre comité qui est porté, qui va analyser justement et qui va revenir auprès des équipes qui ont justement émise cette décision et récolter justement ces preuves qui ont permis de prendre cette décision. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place et du point de vue de l'IA, il y a aussi des efforts au niveau du design de la solution pour essayer de rendre les choses les plus explicables possibles. Mais c'est souvent une balance entre efficacité et explicabilité. Alors, je me permets juste de faire un... Et confidentialité. De rebondir, parce que c'est très important de faire cette distinction entre détection et sanction, parce que la prise de décision dans la détection, en fait, il y a un petit côté contresens, on peut très vite glisser dans... en fait, c'est une simple identification, il n'y a pas de prise de décision à dire, en fait, à flaguer un joueur comme étant un tricheur supposé, s'il n'y a aucune conséquence derrière, s'il n'y a aucune sanction, si tout ce qu'on fait, c'est continuer à analyser son comportement, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une prise de décision automatisée à l'égard du joueur, alors qu'il n'y a strictement rien en pratique et de façon juridique qui change à l'égard du joueur? Est-ce qu'on peut vraiment, au sens du règlement sur l'intelligence artificielle ou du RGPD, dire on est dans une prise de décision automatisée? La décision, elle est automatique. Alors, il y a un problème. Si effectivement, derrière, il y a une vraie analyse, mais c'est ça qui est intéressant. Justement, c'était le sens de ma question. Est-ce qu'il y a eu une anticipation là-dessus et une documentation? Parce que souvent, en droit, c'est ça. C'est est-ce qu'on est capable de documenter ce qu'on va faire et de démontrer qu'on applique les protocoles? Et donc, si je synthétise la question, c'est est-ce que c'est des questions aujourd'hui qui sont d'actualité chez vous, professionnellement? Et est-ce que si un jour, il y avait un contrôle d'une quelconque autorité, vous seriez en mesure de dire, regardez, quand il y a un comportement qui est flagué, voilà quels sont les protocoles qu'on va apprécier, qu'on va appliquer pour décider si oui ou non il y a une sanction qui doit être prise. Ça, mais oui, du coup, en fait, c'est pas Skynet, c'est pas HAL, et il y a toujours une prise de décision humaine derrière. Bien, écoutez, merci pour tous ces éléments. Nous avons largement débordé, mais parce que nous avons commencé en retard. Donc, tous mes applaudissements. J'essaie, je fais comme je peux.